5 mai 2025, le Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Pour nous en parler, nous avons comme toujours le maire Jacques Demers et le directeur général, M. Marc Marin. À vous deux, bonjour. 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 Il y avait, lors de la réunion de lundi, une dizaine de personnes, une dizaine de citoyens là, qui étaient présents pour assister à une portion de la rencontre à tout le moins. Et là-dessus, la grande majorité des gens étaient là pour l'harmonisation que la municipalité est en train de préparer et a adoptée autour du règlement pour les chiens. Les façons de faire avec les chiens évoluent dans le temps et donc Sainte-Catherine de Hatley, il y a eu au sein même du conseil des discussions passionnées autour de est-ce qu'on accorde le droit ou non aux propriétaires de chiens de mettre un collier qui peut donner des décharges électriques aux chiens en cas de besoin. Alors, Monsieur Demers, je vous laisse nous résumer là, comment tout ça s'est passé, puis l'intensité finalement de ces discussions-là qui viennent chercher les gens dans les tripes. On sait que le rapport aux animaux, là, c'est quelque chose qui nous tient à cœur en général. Exactement. Puis il y a le rapport aux animaux, puis il faut pas oublier les tragédies qu'on a vécues dans la MRC il n'y a pas si longtemps, puis qui s'est vécu ailleurs au Québec. Des gens qui se sont fait mordre par des chiens, des choses, un rôle de gestion plus sévère que les municipalités ont maintenant qu'il y avait dans le passé. Ça fait que ça est pris en ligne de compte par le conseil municipal. Puis l'autre côté, tout ce qui est le bien-être animal. Souvent, on voyait des chiens avec des chaînes près de la niche, avec des fois peu d'espace pour se promener. D'autres avaient des grands terrains, puis avec certains systèmes, permettent à ces chiens-là quand même de pouvoir se promener sans mettre plus à l'aise. Et ce qu'on entend, du moins ce qu'on on se fait dire, c'est que c'est sécuritaire aussi. Euh, Puis, sans être des spécialistes, je vous garantis que à la base, le conseil était divisé, c'était 3-3. On avait toutes sortes d'arguments d'un côté comme de l'autre. Des très, très bonnes discussions pour, en finalité, en venir à dire, on va se fier à des spécialistes. On va se fier au ministère de l'Agriculture, le MAPAC, qui, lui, a mis des choses en place pour le bien-être animal. On s'est dit, on va calquer leur règlement, qui, dans les faits, si on parle de cet objet-là, est permis, c'est-à-dire un genre de collier qui peut émettre des vibrations, qui peut aller jusqu'à des chocs électriques, je crois. Tu sais, c'est ces choses-là qui sont possibles, mais c'est en dernier recours pour contrôler l'animal et tout ça. Ça fait qu'il y a une possibilité aujourd'hui de l'utiliser en étant bien contrôlé, puis des gens qui sont formés pour le faire. Puis on a des gens même dans la municipalité qui en font une profession. Ça fait que tout ça ensemble nous a amené à dire, OK, on le met en place, puis on va essayer de s'approcher de toutes les normes de bien-être animal. Quand on aura à se mettre à jour, ben, on saura là où se référer aussi. Et donc, vous dites, après ma mort, le conseil était divisé 3-3. Ce lundi, ça c'était lors de vos premières discussions sur le sujet, là, il y a un mois et quelques. Mais là, ce lundi, est-ce que les trois conseillers réticents à l'utilisation de ce type de collier ont adhéré à cette idée d'aller, de se calquer sur le MAPAC ou si au final le vote s'est terminé 4-3 parce que vous avez eu besoin de trancher? Non, finalement, ça a été unanime. Je pense que tout le monde a cheminé entre le permettre de façon générale sans être normé et l'interdire complètement. Le bien-être animal, ce que le MAPAC avait mis en place, est probablement un compromis le plus juste qu'on a pu trouver. Et les 8 personnes qui étaient là sur place lors du conseil de ville, là, les 8 citoyens, allaient aussi en ce sens-là, espéraient que la municipalité accepte l'utilisation ou s'ils étaient plutôt contre. Non, eux, c'est exactement ce qu'ils souhaitaient en bout de ligne. Même, il y avait une couple de personnes de d'autres municipalités qui s'informaient à dire ben, de quelle façon on peut faire avancer ce genre de projet-là et de quelle façon on peut l'expliquer puis le défendre dans nos municipalités. Ça fait que je pense qu'il y a d'autres municipalités de la région qui vont entendre des propos semblables à ceux qu'on a vécu dans les 2 derniers mois dans ce dossier-là, qui, je pense, se règlent de façon très correcte. Il y a eu aussi lundi dernier le dépôt des états financiers pour l'année 2024. Le vérificateur était assez impressionné, me disiez-vous en pré-entrevue, là, par la justesse de vos prévisions au niveau des dépenses pour la municipalité.
Donc, Monsieur Marin, je me tourne vers vous. Vous pouvez nous rappeler les chiffres. Le budget était prévu à combien et combien ont été dépensés finalement? Sur le budget, on a un budget qui a fini à l'entour de 5 400 000 et la partie dépenses de notre budget qui était prévu, on a fini à 77 000 en moins. Donc, c'est minime par rapport. Donc, on a vraiment bien planifié nos dépenses. Par contre, s'il y a du surplus, on fait un surplus de 800 000 qui est dû à des revenus non attendus, principalement ce qu'on appelle les mutations ou la taxe de bienvenue que les gens connaissent plus. C'est le terme qui est plus utilisé là, dans le courant. Donc, on a eu environ 450 000 de plus de taxe de bienvenue. Principalement, Est-ce que je me souviens, tout à coup, ça me revient comme un flash, là, mais dans les prévisions budgétaires, justement, qu'on avait fait, voyant qu'on, d'année en année, on en recevait plus que ce qu'on pensait, est-ce qu'il n'y avait pas déjà eu comme un ajustement à la hausse dans la oui, prévision de ce qu'on allait oui, parce recevoir comme que taxe de bienvenue? je vous avoue que il y a 10 ans, les gens ne mettaient pas de taxe de bienvenue. Il y avait pas beaucoup de mouvements Donc, oui, s'il y avait des revenus. Et nous, avec notre taux de taxe de bienvenue, et c'est le taux de base qui est prévu par la loi. Donc, on a la possibilité d'en remonter, mais nous, on n'en remonte pas. Par contre, avec la hausse des maisons, qu'on a eu l'évaluation l'année d'avant, et même l'année suivante, les maisons se vendent des fois encore le double que les maisons ont été réévaluées l'année d'avant. Donc, ce qui fait que les revenus de taxes de bienvenue, et on a eu deux grosses ventes dans les dernières semaines de décembre, qui a fait encore, puis on parle de plusieurs millions chaque maison. Donc, qui a fait que c'est des revenus qu'on peut pas planifier ça d'avance, pas du tout. Donc, oui, on en met parce que on voit depuis de 5 6 ans que il y a des mutations et il y a un revenu qui est associé à ça. On peut pas faire un budget sur espérant que les ventes vont se faire, puis de ce côté-là. Et bien sûr, on a toujours nos constructions. Depuis quelques années, c'est 20 constructions par année. Donc, ces 20 constructions-là apportent des revenus supplémentaires que, encore là, on peut pas les prévoir au début de l'année. Ce mois-ci, on n'a eu aucune construction. Mais depuis le début des mois de janvier, on a eu deux constructions par mois qui étaient des permis qui ont été demandés. Donc, on va finir encore une vingtaine de constructions, là. Tout ça mis ensemble, ben, c'est des revenus qu'on peut pas planifier d'avance. Très bien. Donc, la municipalité, en tout cas, réussit à respecter son budget, ce qui est toujours une bonne nouvelle en soi, bien Hmm. évidemment. Il y a des travaux qui sont des travaux surprises à travers tout ça, et il faut aussi, à quelque part, j'imagine, prévoir un budget surprise. Ce sera le cas cette année pour le chemin d'Ayerscliff. Une portion du chemin d'Ayerscliff s'est détériorée beaucoup plus rapidement que prévu. Il y avait d'ailleurs des citoyens qui étaient là lundi dernier pour réclamer une intervention rapide. Et justement, la ville était déjà là euh, de l'avance avec ça. On avait vu la situation et puis on était prêt à aller là pour des travaux. Oui, oui. Exactement. Je pense que de ce côté-là, c'est pas des travaux qu'on pouvait planifier. On pensait les faire de façon plus légère, mais c'est justement un endroit où on va probablement utiliser en grande partie le surplus budgétaire. Tu sais, on a beau le surplus qu'on n'attendait pas, mais ça va nous éviter d'avoir à taxer plus au prochain budget ou quoi que ce soit. Là, on a des moyens financiers qui nous permettent de l'utiliser. Puisque le but de la municipalité, c'est pas de cumuler des sommes, c'est de donner le meilleur service possible. Là, on est capable de le faire avec une équation d'augmentation de taux de taxation le plus bas possible. Très bien. Donc, il y a un 340 mètres sur le chemin d'Ayerscliff qui sera réparé au cours de l'été. Là, on en est encore à la préparation des plans et devis. Ouais, Vous la me préparation disiez. des plans des devis ont été donnés lundi et Mhm. on va sortir en soumission le 22 mai. Et durant 3 semaines, parce qu'on est au, c'est en haut de 133 800. On a estimé les travaux. Donc, on doit aller en soumission publique. Donc, il faut donner au moins 3 semaines pour que les gens puissent soumissionner. Et s'il y a lieu, ben, on fera une séance spéciale pour les donner le plus rapidement possible par la suite.
Monsieur Donc, Marin, vous me disiez en pré-entrevue que ces temps-ci, pour les travaux, les prix sont assez bas. oui, Les contracteurs et différents responsables de compagnie là, cherchent de l'ouvrage. Donc, oui, ça oui, peut parce être à que votre avantage, même dans le cas du chemin d'Ayoste, vous pensez, ou si ça peut virer de bord ah très non, rapidement? non, non, c'est vraiment là, on l'a vu, on a donné un petit contrat de pavage de transition qui est en haut de 33%, de 50% de plus de différence de prix. On le voit là, de ce côté-là. Puis c'est des entrepreneurs qu'on fait affaire avec eux, c'est des entrepreneurs responsables, puis qu'ils ont déjà fait des travaux ici à la municipalité. Et on a un travail qu'on va débuter dans les prochaines semaines. Et l'entrepreneur a hâte de débuter. On a donné des travaux pour refaire la surface, pour refaire, là, pas la refaire, la faire la surface asphaltée du chemin Gingras et Côte-de-Piémont. Et l'entrepreneur a hâte de commencer. Il y a rien dans son... Parce que les années passées, oui, mais on appelait l'entrepreneur, ben là, ça va aller peut-être juillet, peut-être après les vacances de la construction. Non, non. Ils ont hâte, là. Le dégel est fini, là. Puis ils ont hâte de commencer. Très bien. Octroi de contrat, justement, pavage de transition sur le chemin du lac. C'est Mm. Couillard Construction qui a obtenu ce contrat-là pour à peu près 10 000 dollars. Et Couillard Construction, de l'autre côté, vous êtes en démarche avec eux pour le remplacement d'un ponceau qui a été déformé par cette même compagnie lors de travaux qui ont été faits donc l'automne dernier. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. La déformation des trous, c'est quand ils ont mis le ponceau en place, mais il s'est déformé. C'est leur responsabilité. On leur a demandé de faire une évaluation de la déformation. Ils l'ont fourni durant cet hiver. Et là, on leur demande de le changer au complet, là. Bien sûr, ça fait partie on a une retenue sur ce contrat-là. Ça fait partie du contrat normal, là. On n'a pas de litige avec Couillard Construction. C'est une très bonne compagnie, mais pour légalement, une municipalité, ça parle par résolution. Donc, la municipalité leur demande là, de faire les modifications pour mettre un ponceau conforme. Parce qu'ils sont... Et comme vous dites, ben, c'est dans la norme de la façon de faire, vu le dénivellement qui a été Ouais, c'est ça. constaté dans C'était ces était en établissements. haut de 15%. C'était trop élevé. Là. On a demandé à notre firme d'ingénieur, oui, le ponceau peut durer 10 ans, peut durer 15 ans. On pose pas un ponceau pour 10 15 ans, on le pose pour 40 50 ans, minimum Mhm. de ponceau. Donc, c'est un chemin passant. C'est un 36 pouces. Tous nos ponceaux de transition sont minimum 36 pouces. Transition, ça veut dire qu'on traverse le chemin de bord en bord, là, de ce Ouais. côté. Donc, non, ça fait partie des règles de l'art, autrement dit, là, entre échange entre entrepreneurs et donneurs d'ouvrage. Le contrat le plus important qui a été octroyé ce mois-ci l'a été pour le nettoyage des fossés et bordures. J'ai été surpris de voir le montant qui me semblait plus important qu'habituellement là, pour ce type de contrat-là à la municipalité de Sainte-Catherine d'Aratlé. Et vous me l'avez confirmé en pré-entrevue aussi. Effectivement, là, il y a une augmentation notable entre ce qu'on avait accordé l'année dernière et ce qu'on accorde cette année. Comment expliquer cette différence-là? On parle cette année d'un contrat de 100 000 dollars. Ouais, l'année passée, on avait un budget de 70 000. On s'est aperçu que on a fait des travaux un petit peu plus élevés, donc on a été obligé dans d'autres parties du budget qui n'a pas été utilisées. Et on a les élus ont décidé de mettre une semaine de plus de travaux. Les changements thématiques nous apportent un peu plus d'eau et nos fossés en sont victimes indirectement. Donc, on doit les entretenir pour pas qu'ils se détériorent. Et toutes nos routes de gravier avec les bordures de foin ou de pelouse, on peut appeler là, à la langue qui se forment, il faut les enlever parce que ça fait que l'eau reste sur nos chemins et se détériore plus rapidement. Donc, il faut que l'eau s'égoutte de nos chemins parce que le fossé sert à la structure du chemin. Donc, il faut que le fossé soit en bon ordre pour que nos chemins puissent rester en bon ordre. Donc, c'est un investissement que la ville fait pour éviter d'avoir à réparer des routes, là. C'est ça. Très bien. En plein ça. Monsieur Demers, je termine avec vous pour la politique de remboursement de frais de non-résidents pour les loisirs. Année après année, on renouvelle, dans le fond, au conseil de ville cette habitude. On sait que les résidents de Sainte-Catherine utilisent les installations de loisirs autour, entre autres à Magog, évidemment.
Exact. La municipalité donc va défrayer une partie de l'inscription. C'est bien ça? Oui, ça fait des années, c'est ce qu'on fait. On débourse 50% de la surtaxe qu'il y a pour l'activité, que ce soit sportif, bibliothèque, ces choses-là, pour permettre à nos gens de pouvoir utiliser aussi ces infrastructures-là à un coût un peu moindre. On a bien hâte des avancements de l'Arena à Magog, étant donné qu'on fait partie aussi de l'équation de ce côté-là. On n'aurait plus de surtaxe pour les activités qui vont se tenir avec la nouvelle arena qui devrait se construire très bientôt. Pouvez-vous nous rappeler le dossier exactement, là? Pourquoi il n'y aura plus de surtaxe pour Sainte-Catherine de Hatley dans le cadre de l'Arena? C'est que l'Arena, c'est un investissement majeur régional où ce que les municipalités de la MRC vont aussi y injecter de l'argent. Puis cette aréna-là n'appartiendra pas à la ville de Magog, mais à un organisme à but non lucratif. Puis le fait de l'amener près de la ruche, le but, c'est que ça soit un bien collectif régional. À ce moment-là, il n'y a pas de coût supplémentaire pour la ville de Magog à le gérer. C'est l'organisme qui le gère puis en plus, on va y avoir mis de l'argent collectivement pour abaisser les coûts de tout le monde. Ce qui veut dire que, éventuellement, dans le temps, bon, il n'y aura plus la surtaxe pour les citoyens, mais j'imagine que Sainte-Catherine de Hatley devra ici et là réinvestir de l'argent pour l'entretien de l'aréna à long terme, tout comme les autres municipalités de la MRC, là. Normalement, on pense qu'une fois que l'investissement serait fait, le fonctionnement devrait être capable suffire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des coûts de fonctionnement, il y a des coûts de location, ça ne change rien à ces éléments-là. Mais avec tout ça, normalement, le plan d'affaires devrait les amener. En souhaitant que les coûts ne soient pas trop supérieurs à leur entente et que l'organisme à but non lucratif, il ne faudrait pas qu'elle débute sa course avec une surcharge endettement trop élevée, parce que là, vous avez raison, on devra à ce moment-là collectivement fournir pour en venir à bout, là. Ouais. Alors, dossier à suivre du côté de l'Arena et pour les résidents qui payent la surtaxe actuellement dans d'autres activités, là, du côté de Magog, la démarche, Monsieur Marin, pour conclure, comment est-ce qu'on vient réclamer le fameux 50%? Ça dépend de l'activité. De la ville de Magog, ils ont différentes façons. Des fois, comme la bibliothèque, on vient payer ici notre 50% et on leur donne un billet non, excusez, la bibliothèque, c'est l'inverse. Ils payent puis on leur rembourse 50%. Il y a d'autres places qui viennent payer ici ils payent l'autre 50% de la ville de Magog. Il y a d'autres que la ville, ils payent 100% la ville de Magog nous envoie une facture. Il y a différentes façons, là. C'est administré par la ville de Magog, là. Donc, C'est mais la peut-être plupart Bon, du peut-être mieux temps, d'avoir une certaine harmonisation là-dedans parce que je pourrais facilement comprendre une petite frustration chez le citoyen qui serait à Magog pour ouais, rien. mais Il peut dire, on n'a pas ah, faut le, que tu ailles payer à Sainte-Catherine de Hatley si tu veux mais l'utiliser. on n'a pas le contrôle avec la ville de Magog, malheureusement, c'est de ce euh, côté-là. Mais la plupart du temps, on rembourse 50% directement ici, là. Donc, à ouais. la minute que le citoyen nous amène la facture, on le rembourse, là, en Puis il y a espérant des choses ici. qu'on a réussi à régler globalement, comme l'éco-centre, qui avant ça, les gens devaient Oui. venir à la municipalité, se faire émettre une carte. C'était plus compliqué. Maintenant, on peut aller directement à l'éco-centre de Magog. Les citoyens de Sainte-Catherine ont exactement le même service au même coût que les gens de la ville de Magog. Ça veut dire la limite de volume. Certains produits, s'il y a des coûts, mais c'est la même chose. Présentement, avec la somme que la municipalité donne dans ce dossier-là à la ville, le citoyen n'a pas de surcharge, est exactement au même niveau que tout citoyen de Magog dans ce dossier-là. Puis ça, je pense que c'est l'idéal. Je pense qu'il faut s'arranger pour régler pour que les citoyens de Sainte-Catherine réussissent à avoir des services équivalents à ce qui se trouve aux alentours de chez nous. Voilà qui met fait à l'entrevue pour le suivi du Conseil de ville du mois de mai 2025. On se retrouve au mois de juin pour le suivi de ce mois-là. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue dans vos différents réseaux sociaux. Et au microphone, vous aviez Rémi Perrin.